Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous joindre aujourd'hui pour le webinaire Prise de décision en temps de crise présenté par Aléas. Mon nom est Mélissa Toupin-Laforge et je fais partie de l'équipe du BCEI, chargée du perfectionnement professionnel. Je vais animer le webinaire d'aujourd'hui et m'occuper de tous aspects techniques. Donc, pour débuter, j'aimerais ça que vous portez attention à votre panneau de contrôle sur votre écran. Donc, si vous voulez juste me lever la main, juste pour m'indiquer que vous voyez le petit bouton pour lever la main, parfait. Et aussi que vous m'entendez. Donc, je vois beaucoup de mains qui se lèvent en ce moment. Parfait. Donc, sachez que vous êtes tout en mode silencieux automatiquement. Et puis, donc, si vous voulez à un point prendre la parole pour demander votre question, vous pouvez lever la main. Je peux vous donner la parole si vous avez un micro. Autrement, vous pouvez juste m'écrire un petit message dans la boîte aux questions et puis je vais lire votre question à voix haute pour que Marie-Claude puisse vous répondre. Donc, sous l'onglet Handout, vous aurez accès aux diapos en version PDF. Et puis, si jamais que, pour quelque raison, dépendant dans comment vous ouvrez ça, si ça ne fonctionne pas, je viens juste de vous envoyer dans le chat le lien au Google Drive. Donc, vous pouvez accéder au Google Drive pour, encore là, les diapos, ainsi que un document que Marie-Claude, que Aléa a mis en place qui va complémenter le webinaire d'aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions techniques, je vais vous répondre. Vous pouvez me les envoyer également dans la boîte de questions et je vais vous répondre aussitôt que j'ai fini l'introduction du webinaire. Donc, juste un petit aperçu du webinaire d'aujourd'hui. Donc, l'éclosion du COVID-19 pousse plusieurs organisations canadiennes de poursuivre des activités à l'international, à se questionner sur le maintien des déplacements outre-mer de leurs étudiants, employés ou stagiaires. Sans doute, la plupart des organisations ont déjà pris plusieurs décisions en ce qui concerne le COVID-19 jusqu'à date, mais aujourd'hui, nous allons utiliser cet exemple pour examiner votre gestion de crise et aussi pour voir votre positionnement sur la tolérance du risque, ainsi qu'effectuer une analyse de coûts versus bénéfices pour vos décisions à venir. Et puis aujourd'hui, notre webinaire serait présenté par Marie-Claude Ducap, directrice d'Aléa, spécialiste en gestion du risque et de crise à la mobilité internationale. Et la voilà. Son équipe appuie les entreprises privées, organisations de coopération et de développement international, ainsi que les universités, collèges et cégeps canadiens dans leur gestion du risque en contexte. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole, Marie-Claude. Vous aujourd'hui, on sait que votre temps est précieux présentement, qu'il y a des décisions à prendre, que vous êtes en réorganisation logistique ou encore professionnelle ou encore en train d'essayer de conjuguer travail de la maison avec les enfants qui tournent autour du bureau, etc. Ça se peut même que plusieurs d'entre vous soyez en quatorzaine, hein, parce qu'on est des gens qui œuvrent dans le milieu de l'éducation internationale, donc il y a beaucoup d'entre vous probablement qui reviennent de l'international. Bref, c'est un webinaire qu'on a discuté la semaine dernière, Mélissa et moi, sur justement à la suite d'un document qu'Aléa a fait circuler, que Mélissa a mis disponible sur le chat ou encore sur le Dropbox, sur votre lien que vous êtes capable de récupérer. Si jamais vous pouvez m'envoyer un petit courriel, je vais vous l'envoyer. Puis suite à ça, on s'est dit, ben oui, on va le présenter, on va en discuter de ce document-là, puis peut-être même ajouter quelques aspects additionnels. Donc, c'est notre objectif aujourd'hui. Ça fait quelques webinaires qu'on anime à l'IA avec le BCEI.
on est une petite équipe qui travaillons au siège social ensemble. Mais notre siège social, c'est partout à travers le Canada. Peu importe où on habite, on travaille de là-bas. Donc, plusieurs d'entre vous connaissaient déjà Stania qui travaille avec nous, qui je pense est en ligne avec nous aussi cet après-midi. Puis, ben, notre équipe grandit, donc il y en a d'entre vous qui ont rencontré Tom et potentiellement autres personnes qui nous donnent un coup de pouce. On a aussi un conseil consultatif avec qui on travaille, donc quand on a besoin de ressources, on a toujours un endroit où aller se tourner pour justement aller chercher une expertise ou encore apporter de l'huile au moulin, parce que des fois. Donc, l'objectif, c'est de vous outiller pour prendre des décisions, comprendre qu'est-ce qu'il y a à mettre en place en termes de mesures puis de procédures pour justement aider votre réflexion puis prendre des décisions. Ce que je disais aussi, c'est que on a animé une série de webinaires au mois de octobre-novembre qui parlent entre autres de gestion. Donc, il y a 3 webinaires, un sur l'autorité, un sur la prévention, puis un autre sur la gestion efficace. Puis l'efficacité fait en sorte qu'on a besoin de procédures et de protocoles à suivre. Parce que l'improvisation n'est pas une avenue qu'on veut prendre lorsqu'on est dans une situation de crise. Aussi, c'est de vous fournir des pistes de réflexion qui vous aident à prendre ces décisions-là. Pour ceux qui travaillent déjà avec nous, avec Aléa, vous savez que nous, on ne prend pas les décisions pour vous. On fait rarement aussi des recommandations. Avant tout, ce qu'on fait, c'est qu'on vous accompagne à avoir un regard 360 degrés, à vous poser les bonnes questions, à vous expliquer les impacts de prendre une certaine décision. Puis après, c'est à vous de justement vous positionner. Puis ultimement, bien, le webinaire, évidemment, je vois qu'il y a un petit typo, il manque un H, pardon, aujourd'hui. Je vois, ce qu'on veut, c'est ultimement vous outiller, améliorer vos capacités organisationnelles pour justement mettre en place des activités internationales plus sécuritaires. Donc, on va parler rapidement du cadre légal parce qu'on n'a pas vraiment le choix, que je pense que c'est très important. On va parler qu'est-ce qui compose, quels sont les éléments qui composent une bonne gestion de crise. On va parler de l'étude de l'activité, puis également de la prise de décision en elle-même. Rapidement, ça, c'est quelque chose aussi qui est disponible sur le site web de Aléa. Si vous voulez aller faire un tour, il y a un petit peu plus d'informations. Vu que notre temps est limité, j'en parlais pas beaucoup, là. Tout ce que je veux, puis il y a un webinaire là-dessus aussi, autant en français qu'en anglais sur l'autorité. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez justement vous poser la question par rapport à la sécurité de vos voyageurs. C'est une obligation légale. Vous devez faire preuve de diligence raisonnable, satisfaire vos obligations en matière de devoir de diligence. C'est très important et c'est quelque chose qu'on doit faire à toutes les étapes de nos activités internationales, que ce soit en développement, pendant ou après. Évidemment, il y a certains de vos projets qui étaient déjà sur le terrain, déjà des voyageurs sur le terrain, il y en a qui n'étaient pas encore partis. Donc, il faut se poser la question sur comment on peut assurer la sécurité de nos gens dans nos activités. Puis c'est une obligation que vous avez. Cette obligation-là est prescrite par le Code criminel, mais aussi dans chacune de vos provinces où est-ce que votre institution est, votre organisme. Il y a aussi une loi provinciale dont vous devez aussi connaître, puis vous satisfaire à ces exigences-là qui sont prescrites par votre loi provinciale. Autre chose que je prends le temps de mentionner, c'est que vous ne pouvez pas vous décharger d'une responsabilité en matière de santé et sécurité. On peut toutefois assurer qu'on a un consentement éclairé au risque de la part de notre voyageur. Un consentement éclairé veut dire que la personne est informée, qu'elle le signe aussi de façon volontaire, sans contrainte. J'en profite pour vous dire que présentement, on a reçu quelques messages, pas beaucoup, quelques messages de voyageurs, soit étudiants ou issus des organismes de coopération internationale, qui nous ont écrit pour nous demander, mon institution, mon organisation me demande de revenir
je veux rester plus longtemps, etc., etc., malgré tout le gouvernement. Donc, on se fait poser beaucoup de questions. Je pense qu'il y a un lien ici, si jamais vous n'êtes pas capable de faire revenir quelqu'un parce qu'ils ne veulent pas, hein, c'est impossible, on ne peut pas aller les chercher puis les tirer dans l'avion. Il y a une façon d'encadrer cette situation-là par une prolongation de séjour, par une fin d'un séjour académique et également par la signature d'un consentement éclairé au risque qui dit justement que la personne comprend qu'en étant sur place, elle est exposée au risque X, Y, Z, dont on parle présentement du COVID-19. Donc, c'est les éléments qui devraient faire partie d'un consentement éclairé au risque. Rapidement, Chaléa, comment on opérationnalise la gestion du risque? Vous le voyez, c'est divisé en 3 grandes sphères, puis une 4e qui est au centre, qui est le suivi évaluation, qui est présent dans chacune de ces sphères-là. D'abord, c'est la gouvernance, donc c'est les positionnements en matière de tolérance au risque. Qu'est-ce que vous tolérez? Qu'est-ce que vous acceptez? C'est quoi votre niveau c'est quoi vos positionnements en matière de sécurité? Il y a la prévention, donc qu'est-ce qu'on fait justement pour prévenir les risques, les atténuer? Puis comment aussi on gère nos crises? C'est vraiment un petit peu plus là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui, la gestion de crise en elle-même. Pourquoi on se dote d'un protocole de gestion de crise? Bien, ça permet d'être efficace. Puis, dans la jurisprudence, on nous demande de faire preuve de diligence raisonnable en répondant à 3 éléments. Le premier, c'est l'autorité. Ensuite, on a la prévention. Puis la 3e, c'est l'efficacité. Donc, vous devez être efficace dans vos méthodes de gestion avant, pendant le séjour, mais aussi vous devez être efficace dans votre façon de apporter un support de l'aide à un voyageur qui en aurait besoin pendant son activité à l'international. Un protocole, c'est aussi un outil de référence pour votre cellule de crise. Qui compose votre cellule de crise? Quels sont les rôles, les responsabilités de chacune de ces personnes-là? Qui est substitut en ce moment dans votre cellule de crise? Par exemple, c'est important les substituts, surtout qu'on est dans le milieu de l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui voyagent ou encore là, on a des gens en quarantaine. Est-ce qu'ils sont capables d'assister à un meeting en ligne vu les circonstances familiales, etc. Ça prend toujours des substituts. Fait que ce document-là va être un outil de référence dans lequel aussi on va retrouver les procédures de communication à suivre. Donc, qui parle à qui? Qui est responsable de parler à qui? Moi, je parle aux familles, telle autre personne va parler aux médias. Donc, ça va être clairement défini dans ce document-là. Donc, ça, c'est le protocole de gestion de crise qu'on va retrouver ici dans la gestion de crise. On va parler un petit peu plus tard des procédures d'opération standard. On va utiliser au fil des prochaines minutes l'exemple du COVID-19 parce que c'est très présent. Plusieurs d'entre vous avaient eu à prendre des décisions à cause de la présence de l'éclosion du virus. Par contre, tout ce dont on parle est transférable à une autre situation. On se sert du COVID pour justement vous aider à vous faire une tête sur certains aspects. C'est certain qu'au Québec, il y a quelques jours, le gouvernement a pris la décision pour vous quand il a émis un communiqué dans lequel on retrouvait on disait, c'était écrit que les séjours internationaux, les projets, les stages scolaires devaient être arrêtés. Donc, vous n'avez pas eu à prendre cette décision-là. Toutefois, il y a eu plein de conséquences au niveau de la logistique. Mais dans d'autres provinces, ça n'a pas été une consigne qui a été émise par le gouvernement. Donc, on a dû se poser des questions à ce niveau-là. D'abord, il faut connaître sa tolérance au risque. C'est important de savoir que l'organisation se positionne sur ces enjeux de sécurité. Comme ça permet à tout le monde sur le terrain, dans l'organisation, de prendre des décisions en fonction de ce que l'organisation veut.
La tolérance au risque va différer beaucoup d'une organisation à l'autre. Okay? Si on a un cégep versus une université, ça peut être différent, mais aussi ça va être différent d'un établissement scolaire à une organisation de coopération internationale. Donc, c'est important de prendre le temps de se poser des questions au niveau du profil de nos individus. C'est qui voyage? C'est qui nos gens qui vont à l'international? Je peux, dans le fond, je peux me douter que vos voyageurs, vous qui êtes présents aujourd'hui, sont souvent des étudiants de bas âge qui ont très peu d'expérience de séjour à l'international ou encore qui ont une grande tolérance au risque, qui sont un peu téméraires ou encore naïfs. Encore là aussi, on peut avoir des professeurs qui, eux, ça fait des années qu'ils vont au même endroit collecter leurs données, faire leur suivi. Puis là, on rentre dans la complaisance. Donc, c'est important de prendre le temps de connaître le profil de nos individus. Puis, le type d'activité qu'on s'en va mener. Donc, pour vous, c'est des activités pédagogiques, scolaires, mais pour une compagnie minière, c'est vraiment l'activité, ça va être d'aller faire un développement des affaires ou de poursuivre des opérations qui ramènent sur une base quotidienne des centaines de milliers de dollars. Donc ça va avoir un impact sur la tolérance au risque également. Si c'est une compagnie minière, justement, qui doit se déplacer du point A au point B et qui a sur la route qu'il y a des dangers, mais si le coût versus le bénéfice est moins grand, ben, ça se peut qu'ils décident de se déplacer en hélicoptère du point A au point B pour garder leur gens en sécurité. Puis là, ben, ça m'amène à parler des ressources disponibles. Vos ressources disponibles, ce n'est pas juste des ressources financières. C'est sûr que là, la compagnie minière a beaucoup plus de sous de se promener en hélicoptère que probablement votre institution scolaire. Mais on parle aussi des ressources humaines. Qui est capable d'encadrer tout ça? Souvent, on va arriver dans des institutions puis on va nous dire, on a 800 étudiants qui voyagent par année, puis on est 2. C'est peu de ressources pour encadrer tout ça. Vous êtes fatigué, vous travaillez très fort, on le sait, mais quelles sont vos autres ressources aussi advenant une crise, qu'il y a une situation particulière qui survient, que vous devez porter assistance? Est-ce que vous avez assez de monde pour la gérer? Est-ce que vous avez aussi les ressources financières pour la gérer? Avez-vous les ressources au niveau de vos opérations, de la logistique? Donc, tout ça, tous ces éléments-là vont avoir un impact sur le type de risque que vous allez prendre, le type d'endroit où vous allez aller. Évidemment, une fois que ça, c'est défini par votre organisation, ben, on doit les informer, notre communauté, de cette tolérance au risque-là. Quand on fait aussi la tolérance au risque, c'est intéressant de regarder aussi avec une analyse de coûts versus les bénéfices. Donc, qu'est-ce que ça me coûte pour obtenir X bénéfices? Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Donc, des fois, moi, je le présente comme ça également, puis ça nous parle des fois un peu plus. On va regarder un petit peu plus loin aussi, dans quelques instants, le genre de questions qu'on doit se poser justement pour évaluer un peu, faire cette petite analyse-là dans le cadre d'une étude de l'activité. Ce qui est important aussi de comprendre au niveau du COVID-19, puis je suis certaine que vous êtes très au courant de tout ça, c'est que c'est une situation qui évolue constamment. C'est ce que nos gouvernements se tuent à nous répéter, que c'est évolutif et donc il faut s'ajuster à plusieurs reprises. Mais pour s'ajuster, ben, il faut toutefois être au courant de l'information. Donc, il faut faire une veille de l'information. Il faut s'assurer qu'on sait ce qui se passe, puis comment on va la faire, cette veille d'information-là, en fonction de vos ressources, bien évidemment, encore une fois. Donc, quand on revisite notre réflexion, nos décisions, parce que dans cette situation-là, il faut le faire, il faut toujours aussi le faire en connaissance de cause avec les bonnes informations, puis s'assurer que nos sources sont bonnes. D'ailleurs, à la fin, j'ai une diapositive qui fait une liste des différentes ressources qui peuvent être intéressantes pour vous. Comment, en fait, on s'assure que notre coût est que nos bénéfices sont plus grands que nos coûts quand on
s'en va dans une activité à l'international, on fait une étude de l'activité. Une étude de l'activité, ça comprend 6 grandes étapes. La première, c'est une compréhension générale du contexte dans lequel nous sommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, de manière générale, les cas qui sont présents du COVID-19 dans un pays? Quelle est la situation sanitaire? Quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement? Sont-ils capables de mettre en place des mesures sanitaires? Donc, c'est ce genre de questions qu'on voudrait se poser pour comprendre de manière macro le contexte du COVID-19 dans un pays, dans une destination donnée. C'est sûr, là, je pointe sur le COVID-19, mais quand on fait une étude de l'activité en général, on veut regarder le pays, se poser des questions sur la situation politique, sur le taux de criminalité, les mouvements terroristes, la situation économique, environnementale, etc., etc. Donc, ça me permet, c'est un peu l'idée de faire un genre de un entonnoir, exactement. Ensuite, cette compréhension-là de contexte va nous permettre d'identifier les risques. Donc, quand on sait que les installations sanitaires dans une destination rencontrent pas nécessairement certains standards que vous êtes fixés, donc on a identifié un risque. Okay? Donc, on a la menace d'attraper une certaine maladie. Puis, quand on la mesure face à la vulnérabilité de nos voyageurs, à ce moment-là, on a un risque. Okay? C'est ça, la formule mathématique du risque, c'est une menace qui se présente face à une vulnérabilité. Parce que s'il y a une menace de tremblement de terre en Équateur, mais que je ne suis pas en Équateur, mais ça ne représente pas un risque pour moi. Ça, c'est la base. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est quand on a identifié le risque, donc le risque d'attraper le COVID-19 à destination, c'est quoi le niveau de risque? Donc, est-ce que c'est un risque élevé ou c'est un risque faible? La façon de le faire, c'est qu'on regarde la probabilité versus l'impact. OK? Ma probabilité est élevée d'attraper le COVID-19, puis ma vulnérabilité, donc je ne suis pas en santé, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires, ben, si j'attrape le COVID-19, les impacts seront très grands. Ça fait en sorte que mon niveau de risque va être élevé. Si, par contre, la statistique est basse, ma probabilité d'attraper le COVID-19 est basse, puis que ma vulnérabilité est très basse également, on va avoir un niveau de risque qui va être faible. Donc, une fois qu'on a identifié notre niveau de risque, donc on a un niveau de risque élevé, rouge, orangé, ben, il faut définir notre stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte le risque? Est-ce qu'on le refuse complètement? Est-ce qu'on le transfère à quelqu'un d'autre? Ou encore, est-ce qu'on l'atténue? Quand on décide d'atténuer un risque, ben, il faut identifier les mesures pour le faire. OK? Donc, avec le COVID-19, comment je peux atténuer les risques liés à la contraction? Bien, on nous dit depuis le début de rester à la maison. Donc, on diminue notre risque à ce niveau-là. C'est sûr que quand on va à l'épicerie, bien, on prend un certain risque, donc on augmente les probabilités d'attraper le COVID-19, puis ensuite de le partager, puis de propager le virus. Quand on décide de transférer le risque à quelqu'un, bien, dans votre devoir de diligence, ce qui est important, c'est que vous devez transférer un risque à un partenaire ou à une partie prenante qui est en mesure de prendre le risque. Okay? Ça veut dire ça que la personne, le partenaire, la partie prenante, a les compétences pour pouvoir prendre le risque à votre place. Okay? Pour ça, bien, il faut identifier c'est quoi qu'on veut donner comme responsabilité à notre partie prenante, si la partie prenante est en mesure d'atteindre la responsabilité, de rencontrer la responsabilité que vous lui donnez. Et tout ça va faire en sorte qu'on va pouvoir prendre une décision. Ce qui est intéressant aussi avec le COVID-19, puis là, c'est quand on a écrit ça, les frontières n'étaient pas encore fermées, là.
ça bouge, hein, ça évolue à un rythme effréné. Je l'ai quand même laissé là parce que je trouve que c'est important pour la prochaine fois. Hein. C'est ça l'idée aussi ici. C'est que les mesures qui ont été imposées par le fédéral puis le provincial nous forcent à réfléchir aussi aux impacts que ça a sur nos voyageurs au retour. OK? Donc, si, par exemple, moi, je dois aller en France pour X raisons, quand je vais revenir, je dois être en 14e. Hein? Je dois être en isolement, oui, isolement volontaire. Qu'est-ce que ça a comme impact pour moi en tant que voyageur? Donc, en tant qu'organisation diligente, on doit valider avec nos gens qu'on envoie ou qu'on ramène comment ils vont faire pour respecter cette consigne-là, puis comment qu'on peut les appuyer dans ces mesures-là. Le gouvernement a fait beaucoup de choses, donne un coup de pouce de ce côté-là, mais nous, en tant qu'organisation, on a aussi une responsabilité sociale, puis on doit les accompagner là-dedans. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a divisé, en fait, l'étude, dans le fond, on a divisé l'étude de l'activité en 4 grandes sphères pour se poser des questions. Okay? Donc, on s'est dit, bon, au niveau de la destination, est-ce qu'il y a du COVID-19 ou pas? Puis combien de cas? Hein? Dans l'introduction ou la publicité de ce webinaire-là, on disait, à ce moment-là, de décider de ne pas aller en Italie, c'était facile. Puis en Iran, c'était facile. Là, en ce moment, de ne pas aller en France, c'est simple. Mais quand on a un pays comme l'Argentine, si je me rappelle bien, il y a 3 jours, j'ai regardé, il y avait 1 cas, 0 mort. Bien, peut-être que l'ampleur fait en sorte que la probabilité est basse, puis on va peut-être y aller quand même. Quelles sont les mesures qui sont en place pour contrôler la propagation du virus? Il y a le week-end dernier, à Mexico City, il y a eu un gros festival. Il y a eu un endroit où est-ce que tout le monde, dans le Zocalo, il y avait des milliers de personnes qui étaient là en même temps. Est-ce que c'est possible de poursuivre notre activité dans une destination qui est moins à risque? Okay? Est-ce que je peux faire la même chose, mais ailleurs? Puis, quand un pays n'a pas de cas déclarés, est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas ou c'est parce que le pays ne les déclare pas? Il y a, je crois que c'est hier matin ou avant-hier, il y avait un article sur Radio-Canada qui disait que la Russie avait à peine 100 cas déclarés, puis que les autorités remettaient ce chiffre-là en question en se disant ça se peut pas que la Russie ait seulement que 100 cas. Donc, il faut aussi se poser des questions à ce niveau-là. Si on ne trouve pas l'information, est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas ou parce qu'on ne veut pas la divulguer? Quand on parle de nos voyageurs, c'est quoi la vulnérabilité de nos voyageurs face au COVID-19? Okay? Est-ce que je suis une personne à risque? Est-ce que j'ai des conditions médicales préexistantes? Face à une maladie qui serait présente dans la destination où est-ce que je vais envoyer des gens? Après ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour informer nos voyageurs et donc avoir un impact sur leur vulnérabilité? Okay? Donc, c'est quoi les comportements préventifs qu'on peut leur dire d'adopter pour réduire leur vulnérabilité et ainsi, en même temps, la probabilité ou même l'impact de contracter le COVID-19? On nous dit présentement, lavez vos mains. Donc, ça, c'est une mesure d'atténuation qui réduit ma vulnérabilité. Tout à l'heure, j'en ai parlé, les impacts potentiels d'avoir à isoler un voyageur à son retour. Est-ce que ça veut dire qu'il manque l'école? Est-ce qu'il manque sa session? Qui va payer pour le fait que sa session va être annulée parce qu'il ne se présente pas en classe, etc. Puis, si on a un voyageur qui finalement contracte le virus, comment nous, on va s'assurer que notre voyageur est formé pour avoir les bons comportements réactifs? Okay? Donc, là, c'est plus de la prévention. C'est de la réaction. Moi, j'ai quelque chose, il se passe quelque chose, j'ai une situation, puis c'est quoi les comportements que je dois prendre pour pas que la situation fasse boule de neige. Okay? Puis qu'on réduise les impacts sur le voyageur, sur l'organisation, sur les parties prenantes. Okay? Maintenant, on peut penser à l'activité en elle-même. Okay? Est-ce que la nature de l'activité augmente les risques de contraction de COVID? Par exemple, on a des étudiants
qui sont en médecine, qui étudient en médecine, qui sont en train de faire un stage à l'international dans un hôpital. Est-ce qu'on augmente les risques à ce moment-là ou on a quelqu'un qui est dans le milieu de nulle part et qui n'a aucun contact avec personne, à ramasser des roches, par exemple? Est-ce qu'on peut repousser l'activité à un moment ultérieur? Hier, je discutais avec une organisation avec laquelle on collabore, puis c'est ça, présentement, ils n'ont pas d'étudiants sur le terrain. Il y aurait potentiellement un stage qui quitterait à la mi-mai. Puis on se dit, OK, jusqu'où on peut repousser la décision de partir ou pas au mois de mai? Puis après ça, il faut se poser la question, jusqu'à quand on peut repousser le stage sans que ça ait un impact sur le retour, parce que la session reprend, donc il ne faut pas revenir trop tard non plus, etc. Est-ce que c'est possible de faire l'activité sans se déplacer à l'international? Hein, moi, j'ai toujours dit qu'on avait des réunionnites aiguës. Là, hein? On nous demande d'aller en réunion, puis des fois, on se dit, qu'est-ce que je fais ici? Okay? Est-ce qu'il y avait une façon de faire ça différemment? Bien, des fois, il faut être créatif et penser à comment je peux réaliser l'activité ou une partie de l'activité sans avoir à me déplacer pour pas trop mettre en péril mon statut d'étudiant ou ma session ou ma vie en général. Puis, dans le fond, les opérations de notre organisation. Puis, c'est quoi les impacts, en fait, d'annuler l'activité? Qu'est-ce que ça veut dire d'annuler l'activité? Une autre sphère qu'on peut regarder, bien évidemment, c'est l'organisation. La question que je viens de poser, les impacts d'annuler l'activité, bien c'est pour l'étudiant, mais on peut se poser la même question pour l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une perte de crédibilité? Est-ce que ça a un impact sur nos bailleurs de fonds, etc.? Quand on parle de santé publique, ben c'est quoi la responsabilité de mon organisation face à cet enjeu-là, de ne pas contribuer à la propagation du COVID-19? C'est pas compliqué, là, nos établissements scolaires au Québec sont fermés présentement. Donc, on vous dit, travaillez de la maison, puis c'est un enjeu de santé publique, puis je pense que les institutions ont pris cette décision-là pour la bonne santé de notre société. Est-ce que si on a quelqu'un qui contracte le COVID, ça peut avoir un impact sur nos opérations, sur notre organisation, soit au Canada ou à destination? Qu'est-ce que ça veut dire si moi, Marc-Claude, je m'en vais en France, j'attrape le COVID? Qu'est-ce que ça veut dire pour Aléa? C'est quoi les impacts que je sois malade puis que je sois non disponible pendant 2, 3, 4 semaines? Puis, mais c'est quoi aussi les risques liés à la réputation de mon organisation et à la crédibilité de nos activités internationales? Si on ne ramène pas quelqu'un à l'international ou si on décide d'envoyer quand même quelqu'un à l'international, mais qu'est-ce que ça peut être potentiellement, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact potentiel sur notre réputation? Donc, présentement, nous, chez Aléa, on a eu une offre pour un mandat au Bangladesh. C'est pas vraiment le temps d'envoyer mon employé au Bangladesh, n'est-ce pas? Parce que je me dis, s'il arrive quelque chose à un de mes employés, ben ça va définitivement avoir un impact sur la crédibilité de Aléa. Vous allez dire, ben voyons, Marc-Claude, il me semble que c'est mieux que ça, là. Je savais qu'il y avait un risque. Hein? Donc, faut penser à ces choses-là. Une fois qu'on s'est posé un ensemble de questions, puis là, c'est une liste non exhaustive, bien évidemment, je suis certaine que vous avez un ensemble de questions additionnelles qui sont propres à votre organisation, entre autres. Bien, on se dit, OK, il faut regarder finalement, c'est quoi ma tolérance au risque? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est quoi le niveau de risque? Comment je fais pour atténuer le risque? Quel est mon risque résiduel? C'est ça qui est important, parce qu'on peut avoir un impact sur les risques. Donc, il faut les atténuer, il faut les travailler, il faut former nos gens, il faut leur donner de l'équipement, il faut des fois changer l'itinéraire, changer la nature de l'activité, etc., etc. Donc, comment on fait pour atténuer le risque? Quand on l'a atténué, il faut le remesurer, notre niveau de risque. Il faut refaire l'exercice de la probabilité multipliée par l'impact. Est-ce que j'ai eu un impact? Est-ce que ma mesure d'atténuation a réduit la probabilité? A réduit l'impact? Quel est mon nouveau niveau de risque? Ça s'appelle le risque résiduel.
Et là, si mon risque résiduel est égal ou plus petit que ma tolérance au risque, ben là, je vais de l'avant avec mon projet, je vais de l'avant avec mon déplacement. C'est sûr que le risque zéro n'existe pas. Hein? Je veux dire, on a tous, on respire puis on prend des risques. Ben, c'est la même chose à l'international. On va essayer de réduire le risque le plus possible, mais celui-ci n'existe, le risque zéro n'existe pas. Donc, c'est un peu comme ça, c'est comme ça qu'on prend une décision en matière de, dans le domaine de la gestion. Bon, pour certains d'entre vous, vous aviez des voyageurs à l'international. Quand on parle de gestion de crise, on dit que ça prend deux éléments. Premièrement, ça vous prend un protocole de gestion de crise, on en a parlé un petit peu, c'est dans lequel vous allez retrouver les rôles et responsabilités de votre cellule de crise, dans lequel vous allez définir vos niveaux d'urgence, qui fait quoi, vos procédures de communication, etc. Mais on a besoin d'un outil qui vient appuyer notre cellule de crise, notre protocole de gestion de crise, puis ce sont des procédures d'opération standard. OK? Ça va être un document dans lequel vous allez regrouper les situations, les situations qui sont les plus probables d'arriver pendant que vous êtes à l'international. OK? Ça peut être un vol, ça peut être un accident de transport, une catastrophe naturelle, une maladie grave, un décès, etc. C'est donc dans ce document-là qu'on retrouverait, entre autres, la procédure à suivre en cas d'hibernation, de relocalisation ou d'évacuation. Okay? C'est là qu'on se dit, voici ce que je fais si je dois questionner le déplacement de mes voyageurs. Okay? Puis ça, ce questionnement-là peut se justifier par, justement, une catastrophe naturelle, qu'est-ce qu'elle ait eu lieu ou qu'elle soit imminente. Hein? Des fois, on entend parler d'un ouragan qui s'en vient ou encore on a vécu un tremblement de terre. Ça peut être des tensions politiques dans un pays qui vont en augmentant. Ça peut être aussi imminent, comme en sachant que la semaine prochaine, il va y avoir élection, ou soudainement il y a un soulèvement politique, ou encore une pandémie, comme on vit actuellement. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui peuvent justifier de questionner le déplacement de nos voyageurs. Donc, il y a 3 niveaux d'action pour faire face à une situation comme ça. On va d'abord penser à hiberner. Donc, quand on hiberne, c'est qu'on reste temporairement dans un endroit qui est jugé sécuritaire. Les activités sur le terrain sont suspendues de façon temporaire. Après ça, on peut décider de relocaliser nos voyageurs. Ça peut être des voyageurs, ça peut être nos biens, fait que nos ordinateurs, des trucs comme ça, nos opérations, dans un endroit qui est plus sécuritaire dans le pays même. Donc, si par exemple le COVID-19, c'était juste sur l'île de Montréal, ce qu'on dirait, c'est, ben là, il y aurait peut-être des risques de propagation, là, mais suivez-moi ici, là. Donc, on se dit, ben là, on va sortir de l'île de Montréal, on va se déplacer à Laval, puis on va demander à nos gens de se relocaliser pour poursuivre ce qu'ils ont à faire. Ou encore, on doit évacuer. Là, c'est là qu'on va déplacer les voyageurs dans un autre pays. On va suspendre les activités sur le terrain, même que peut-être même certaines activités pourraient être poursuivies dans un autre pays. L'évacuation, là, c'est ça qui se passe beaucoup présentement. On va demander à nos étudiants d'évacuer, à notre personnel, à nos voyageurs, d'évacuer un pays puis de rentrer à Montréal, rentrer au Canada. Il y a jusqu'à hier, le gouvernement canadien faisait, en termes de rapatriement, d'évacuation, juste pour vous dire, c'est immense, hein? En ce moment, si je ne me trompe pas, les chiffres d'avant-hier, c'était 3 millions de Canadiens qui étaient, ou 300 000 Canadiens qui étaient à travers le monde. Des fois, quand on a une évacuation à faire, c'est parce qu'il y a un soulèvement politique en Côte d'Ivoire. Il y a 1500 expatriés dans l'ensemble du pays, puis ils s'en vont tous à Abidjan facilement, puis on les évacue. Okay? Même si ce ne serait pas 1500, là, ce serait peut-être 400 personnes. Là, on parle de non seulement un nombre élevé de voyageurs, mais à travers le monde. Okay? Cette logistique-là est immense. Donc,
on n'est jamais mieux servi que par soi-même que d'attendre le gouvernement. Fait que c'est ça qui s'est passé. Beaucoup les gens ont tenté de revenir par eux-mêmes. Je pense aussi, là, j'ai entendu aux nouvelles aujourd'hui qu'on allait nulliser des vols sur certaines destinations où est-ce qu'il y a le plus de monde pour les sortir de là. Donc, il faut connaître aussi nos moyens pour hiberner, relocaliser puis évacuer. Ce qui va se faire, c'est que quand vous allez développer votre guide de sécurité pour une destination, dans ce guide de sécurité-là, vous allez avoir un plan de contingence. Dans votre plan de contingence, vous allez parler vous allez vous dire, bon, où est-ce que nos gens vont étudier, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vont travailler? Est-ce que ce sont des lieux sécuritaires advenant que j'aurais à hiberner? Okay? Est-ce que les gens sont dans un milieu sécuritaire potentiellement? Après ça, bien, on va étudier des lieux de relocalisation. Okay? Où est-ce qu'on pourrait relocaliser nos gens? Puis, si jamais on vient à avoir à évacuer, c'est quoi nos options? Est-ce qu'il y a un bateau pour aller à l'île suivante? Est-ce que c'est quoi les trains qui sont disponibles? C'est quoi les différents vols pour sortir du pays? Donc, ce sont des choses qu'on va identifier avant même de se rendre sur le terrain. C'est certain que quand on va dans des destinations à très faible risque, on ne va pas nécessairement prendre le temps de développer un plan de contingence très exhaustif, là, parce que les chances, c'est ça aussi, il faut avoir un retour sur l'investissement dans votre temps aussi. Là. Mais quand on s'en va dans des destinations plus à risque, ce sont des choses la meilleure pratique, c'est de faire. Ici, je vous donne un exemple qui pourrait vous aider, advenant que vous avez des voyageurs qui sont sur le terrain, puis qu'il y a un élément déclencheur qui fait en sorte que vous vous questionnez sur le mouvement de vos voyageurs. Fait qu'ici, j'ai écrit présence du COVID-19. Donc, est-ce que le lieu où ils sont actuellement est sécuritaire? Oui, bien, hiberner. Non, est-ce qu'on peut les amener en quelque part de façon sécuritaire? Oui. Bien, puis là, on suit le tableau qui nous permet de se poser certaines questions. Je sais, là, c'est rien qu'on a inventé. Là. La gestion du risque, c'est pas Aléa qui l'a inventé. Ce sont des choses où vous dites, ben oui, j'aurais pu venir avec j'aurais pu me poser ces questions-là par moi-même. D'accord, mais ce qui est important, c'est de l'avoir pour que quand on est en temps de crise, on puisse être efficace et ne pas improviser. C'est ça qui est important. Okay? Vous devez déposer vos protocoles, vos procédures sur des documents à suivre. Puis, je le sais, là, j'ai travaillé longtemps dans le milieu de l'éducation. Souvent, on a beaucoup de choses dans notre tête. Puis la journée où vous allez partir, bien, ces choses-là n'existeront plus. Donc, c'est important de prendre le temps de les écrire pour le bienfait de votre organisation. Donc, un tableau, un schéma comme ça permet de commencer à se poser les bonnes questions. C'est sûr qu'à chacune des étapes, on se pose davantage de questions, mais ça nous guide un peu. Puis après ça, en fonction de la situation en elle-même, parce que chaque situation est différente, et elles seront toujours différentes, bien, on vient ajouter des questions, puis on vient essayer de se positionner, puis réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire d'hiberner à cet endroit-là, puis on peut être là assez longtemps pour se garder en sécurité, oui ou non. Puis là, en fonction de la question, de la réponse, on poursuit dans notre processus décisionnel. La liste des ressources à consulter, sans passer à travers nécessairement, parce que vous allez avoir accès au PowerPoint. On oublie des fois de consulter notre agence de voyage, de consulter nos partenaires, de consulter nos assurances, mais aussi nos voyageurs qui ont le droit de refus de séjourner à l'international. Okay? Ils ont le droit de dire, ben moi, ça pour moi, le risque est trop élevé, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut consulter nos gens aussi. Hey, déjà, c'est pas pire. 3h17, c'était pas facile de rentrer dans le temps. Mélissa, ce serait comme à toi d'animer la période de questions.
Vous êtes là? Allô? Un, deux petites secondes. Je pense qu'elle m'écrit dans le chat. Allô, je suis revenue. Non. Pardon, j'avais de la misère à retrouver. Ouais, des fois, quand il y a trop de choses qui se passent. Bon, voilà. OK. Bon, ben merci beaucoup, Marie-Claude. Je vais reprendre le contrôle ici. Donc, pour ceux d'entre vous, laisse-moi remettre la présentation, en tout cas qu'on a besoin d'y faire référence. Donc, je vous invite à tous de poser vos questions. C'est le temps de poser vos questions. Soit que vous levez la main, ça me ferait plaisir de vous passer le micro. Et puis, sinon, ben, vous les envoyez dans la boîte aux questions. Voilà, je vais juste partager mon écran avec vous pour que vous puissiez voir la dernière diapo. Oups. OK, donc ici, j'ai une question. Est-ce que vous croyez que relocaliser les étudiants, si ils étaient dans un endroit sécuritaire, est une bonne décision? Absolument. Si on est dans un endroit sécuritaire, ben, à la base, si l'endroit est sécuritaire, pourquoi on les déplacerait? Ça, c'est la première question. Mais si je comprends bien, peut-être, si j'extrapole sur la question, ce serait de les relocaliser dans un endroit qui est qui est sécuritaire. À ce moment-là, oui. Mais là, il faut faire attention du contexte. Je ne sais pas de quoi le contexte on parle. Est-ce que c'est ça aussi, là? Moi, on me pose la question comme ça, je dis si c'est sécuritaire, oui. Pour clarifier, je me réfère au le rapatriement au Canada des étudiants canadiens, les exposer aux atgroupements, aux aéroports pour revenir au Canada s'ils étaient dans un endroit sécuritaire. C'est une bonne question. La problématique avec le virus du COVID-19, c'est qu'on ne sait pas comment, c'est un nouveau virus, une situation qui évolue à tous les jours. Donc, un pays qui était sécuritaire il y a une semaine, les moins aujourd'hui. Donc, quelles sont les conséquences potentielles vu l'évolution du COVID? Ça, c'est une autre affaire. Après ça, le pays où est-ce qu'ils sont? Est-ce que les installations sanitaires, est-ce que les hôpitaux, est-ce que les soins médicaux advenants qui contractent le COVID vont permettre de les assister au niveau de ça? Et encore plus, si on pense encore plus loin, c'est quoi la vulnérabilité de chacun de vos voyageurs? Quand ils ont quitté le Canada pour aller en stage, vous n'avez pas nécessairement validé au niveau médical qu'ils n'ont pas une condition médicale préexistante qui augmente leur vulnérabilité face au COVID-19. Est-ce que vous en avez des voyageurs sur le terrain qui ont ça, puis de les laisser sur le terrain, malgré que ce soit sécuritaire en ce moment, est-ce que ça va l'être plus tard? Ça, c'est une question. Ensuite, au niveau de la logistique, advenant que vous les relocalisez parce que c'est jugé sécuritaire diminue puis il veut rentrer, bien, on le voit présentement, le nombre de vols commerciaux disponibles pour rentrer au Canada diminue à tous les jours. Est-ce que les possibilités de rentrer plus tard seront là? Comme je vous dis, je n'ai pas les réponses, mais je réfléchis avec vous au genre de questions que je me poserais. Et je pense aussi qu'il est important de comprendre que cette décision-là ne vous revient pas ne revient pas à une personne qui est en arrière de son ordinateur tout seul. Cette situation-là demande que votre cellule de crise se regroupe, que vous preniez des décisions en tant qu'organisation, pas juste en tant qu'une personne en arrière de son ordinateur. C'est pour ça que je parle de la tolérance au risque, de l'organisation. C'est très important. OK, merci beaucoup. La prochaine question ici, par rapport à la mobilité entrante, notre devoir par rapport aux étudiants qui sont ici pour une session, comment gérer? Et est-ce qu'on
laisse les partenaires ou c'est nous qui gère? Oh, c'est qui va gérer dans cette situation-là? Ben, c'est une bonne question parce que ça dépend souvent de votre entente avec les partenaires, dans laquelle la responsabilité devrait être assez définie pour savoir qui gère quoi. Je sais que vos ententes partenaires souvent n'ont pas ce type de libellé-là à l'intérieur. Présentement, mettez-vous dans la peau de vos étudiants qui sont là-bas. Oui, vous voulez que votre partenaire sur le terrain facilite peut-être la prise des décisions, puis facilite en vous donnant de l'information, facilite, aide à s'assurer que le lieu où ils sont présentement soit sécuritaire, que les consignes soient bien véhiculées auprès de vos étudiants, mais selon moi, c'est à vous, l'institution au Canada, de gérer vos étudiants au Mexique, par exemple. Donc, j'aurais tendance à transférer ce raisonnement-là aussi à votre mobilité entrante. Ce qui voudrait dire que ce que vous avez à faire, parce que les étudiants internationaux ne connaissent pas nécessairement nos milieux hospitaliers, ne connaissent pas nécessairement nos façons de fonctionner. Après ça, s'ils tombent malades, est-ce qu'ils ont les assurances pour être soignés, etc., etc. Il faut leur fournir l'information. Aussi, il y a un haut niveau de stress et d'anxiété en ce moment. Donc, vous êtes sûrement aux prises avec des étudiants internationaux qui ont peut-être de l'angoisse, de l'anxiété. Donc, est-ce que vous avez une ressource en place pour téléphoner, faire des Skype, des trucs comme ça? Puis, après ça, ben, c'est les informer, les garder informés. Puis, si jamais l'institution demande que l'étudiant soit rapatrié dans leur pays, mais c'est d'accompagner l'étudiant dans sa logistique autant que possible, parce qu'il y a une obligation légale, mais il y a aussi une obligation morale. Merci Marie-Claude. J'ai une autre question ici. À qui la responsabilité de payer les coûts associés au déplacement temporaire en cas de crise? Par exemple, une fermeture d'une résidence et puis ou le rapatriement d'un Canadien ou une Canadienne qui ne peut pas revenir dans la communauté pour 14 jours. Donc, soit qu'il doit rester à l'hôtel, à Calgary, à Montréal pendant 14 jours. Ben, ça, c'est souvent, ça devrait être libellé dans le document, l'engagement du voyageur avec son institution. Donc, à l'intérieur de ce document-là, ça devrait dire que l'organisation n'est pas responsable des coûts liés à des forces majeures, etc. Après ça, est-ce que l'étudiant est assuré pour ce type de choses-là? Ce serait de voir si les assurances couvrent une partie des frais. Après ça, d'ailleurs, ce qui amène à penser, qu'est-ce que vous demandez comme couverture d'assurance à vos étudiants? Okay? C'est quoi le minimum que vous exigez en matière de police d'assurance? Puis, l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que l'étudiant dans l'urgence, est-ce que l'étudiant a accès à des ressources? Donc, est-ce que vous l'aidez? Puis après ça, vous lui envoyez une facture ou vous n'enverrez jamais de facture? Je pense que présentement, il n'y a personne que dans son contrat d'engagement avec son voyageur que c'est écrit advenant que l'étudiant doit être relocalisé à raison du COVID-19. Vous n'avez pas ça. Donc, il faut malheureusement un peu improviser à ce niveau-là et se baser peut-être sur quelque chose que vous avez déjà décrit en quelque part pour voir comment vous allez pouvoir gérer le tout. OK, merci. Prochaine question. À quelle adresse courriel pourrions-nous écrire afin de recevoir la présentation? Donc, la présentation, Nancy, est disponible dans le chat. J'ai envoyé un petit message. Le premier message, c'est le fichier Google Drive avec
la présentation et le document d'Aléa que Marie-Claude a fait référence au début de la présentation. Donc, c'est disponible là. Également, vous allez recevoir un courriel de suivi à peu près 2-3 heures après la fin de cette présentation. Et puis, dans cela aussi, il va y avoir les liens au Google Drive ainsi que d'autres liens. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement ainsi que la version PDF des diapos d'aujourd'hui. Prochaine question. En ce qui est des obligations légales, santé et sécurité du Cégep pour un étudiant international qui est au Québec et qui décide de retourner dans son pays à cause de la pandémie, doit-on avoir un consentement écrit de l'étudiant international sur les risques? Un consentement écrit, un consentement éclairé concernant les risques de retourner chez lui. Mm-hmm. De l'étudiant, en disant que l'étudiant dit oui, je comprends j'assume. Cassie, que c'est Ouais. right, que l'étudiant signe en sachant les risques de retourner au pays. J'essaie de faire des liens. C'est pas facile cette question-là. En termes de santé et sécurité au travail, le Code civil dit que c'est les travailleurs. Okay? Donc, ça prend un lien d'emploi au niveau de la santé et sécurité du travail. Après ça, quand on parle du code criminel, c'est tout le monde qui est sous sa responsabilité. Okay? Donc, autrui, quand on se réfère à autrui, ça va être un étudiant, ça va être un stagiaire, ça va être un fournisseur, peu importe qui est sous sa responsabilité. L'étudiant, à moins que ce soit vous qui le mettez dehors et qui le kickez out du pays, puis qui dites, ben, à partir de maintenant, on ne s'occupe plus de toi, je pense que c'est de son propre chef ou de l'institution, de la part de l'institution d'où il vient ou du pays d'où il vient qu'on lui demande de rentrer. À ce moment-là, je ne vois pas où serait votre responsabilité. J'essaie de faire des liens. Toutefois, et ça, je ne dirai jamais assez, je ne suis pas avocate. Okay? Moi, je suis là pour vous aider, je vulgarise, j'aide les gens à comprendre la loi dans la mesure que je la connais. Et ça va plus loin que cette question-là ne nous a jamais été posée. Donc, je fais des petits liens comme ça, je suppose, mais il faudra aller chercher un avis légal à ce moment-là. Mais, tu sais, faites-en signer un consentement éclairé, je veux dire, ça demande à l'étudiant de l'imprimer, de le signer, puis de le scanner, puis de vous le renvoyer. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très, très lourd logistiquement pour potentiellement, si jamais vous avez une responsabilité, vous protéger. OK, merci. J'ai 3 autres questions. Quelles seraient vos recommandations pour s'assurer que les voyageurs aient les bons comportements réactifs pour réduire les impacts potentiels pour le groupe et l'organisation s'ils contractent le COVID-19, par exemple? Bien, il faut suivre les instructions du ministère de la Santé publique. Donc, il y a un ensemble d'outils, de procédures, d'informations qui sont disponibles via les sites web en ce moment. C'est, selon moi, important pour vous comme organisation de rendre cette information-là disponible à vos groupes, à vos voyageurs et aussi clairement expliquer les implications d'avoir contracté, de vous informer si jamais ils ont les symptômes et qu'ils testent positif, parce que l'information, ça va être important d'informer les gens qui étaient avec cette personne-là. Je pense que le ministère de la Santé publique le fait de toute façon, mais de rester dans la boucle, c'est important. Donc, il faut aller chercher l'information aux bons endroits,
puis s'assurer que nos étudiants soient informés, parce que c'est dans votre devoir de diligence de les informer. OK. Ici, bonjour Marie-Claude. Présentement, nous n'avons aucune idée si la session va reprendre. Avec la fermeture des frontières, les étudiants internationaux en DEC complet se demandent s'ils doivent rentrer ou non et les impacts sur leur session. Nous n'en avons aucune idée. On parle ici d'étudiants qui pourraient être vulnérables au virus, conditions médicales. Quelle est ma responsabilité? Pour moi, les étudiants sont majeurs. Ils doivent eux-mêmes prendre une décision selon toute l'information que nous leur donnons. Mais je suis très ambique. Bien entendu, les parents nous talonnent. Merci. Oui, mais en même temps, je comprends que les parents talonnent, là, puis que tout le monde est impatient, puis on veut savoir qu'est-ce qui va advenir, mais tant et aussi longtemps que la session n'est pas annulée, on ne peut pas donner aucune information davantage à l'étudiant ou aux parents. Après ça, c'est leur tolérance à eux aussi. Peut-être qu'il y a possibilité de voir avec l'administration du collège que les étudiants internationaux qui vivent, qui sont vulnérables et qui vivent du stress et de l'anxiété, parce que si certains vivent une situation comme ça, on aimerait mieux être à la maison entouré de nos proches. Peut-être que ça pourrait être un incomplet, que les frais de la session pourraient être remboursés. Comment vous pouvez aider à alléger le fardeau de la décision? Comment vous pouvez accompagner vos étudiants dans tout ça pour justement les aider puis avoir de la compassion puis de l'empathie face à leur situation, hein? Ça doit vraiment pas être facile pour eux. C'est pas non plus facile pour les parents. Imaginez que votre enfant est dans un pays à l'autre bout du monde puis qu'il y a une menace pour sa santé. De là vient le stress, l'anxiété et probablement la pression. Donc, comment vous pouvez aider en mettant en place des mesures administratives au sein de votre collège pour que ce soit plus facile pour eux. Puis ceux qui décident de rester pour voir si la session va être maintenue, ben, ils vont rester. Mais ceux qui ne sont pas capables psychologiquement, ben, comment vous pouvez alléger tout ça? Puis donner une date butoir, de dire ben, à telle date, si on ne sait pas si la session reprend ou pas, peut-être vendredi prochain, voici les mesures qui seront disponibles pour vous, advenant que vous décidez de rentrer à la maison. OK, merci Marie-Claude. Il nous reste une dernière question ici. Pouvons-nous partager les documents reçus pour transmettre l'information? Absolument. Absolument. Donc, vous allez recevoir, comme j'ai mentionné, il y a le Google Drive, tout ce qu'il y a le document que Marie-Claude a envoyé en général à la population au début de la semaine. Et puis aussi les diapos de la présentation. Puis aussi, vous allez recevoir le lien à l'enregistrement de cette présentation. Donc, vous pouvez tout partager avec n'importe qui vraiment là, pour distribuer l'info. Absolument. Et puis, si je vais juste donner l'opportunité une dernière fois, s'il y a quelqu'un qui veut demander une dernière question ou lever la main pour prendre la parole, je vous invite de le faire tout de suite. OK. OK, bon, ben, j'aimerais remercier Marie-Claude pour la présentation informative et puis pour tous les conseils que vous nous avez donnés aujourd'hui. Vous êtes en train de recevoir plein de merci dans la boîte de questions. Et puis, je vous remercie à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui pour participer. Je vous remercie de prendre le temps de nous joindre aujourd'hui. Quand je vais fermer le webinaire, il va y avoir un petit sondage vite fait de la présentation. Puis, encore plus important, une des questions, c'est si on pourrait offrir un webinaire ou une formation en suivi,
quelle sorte d'informations que vous aimeriez ou que vous avez besoin d'avoir. Donc ça nous aide à continuer à développer d'autres formations, d'autres opportunités pour vous dans votre perfectionnement professionnel. Donc, prière de nous laisser savoir. Et bon, on se laisse là-dessus. 3h30. Une dernière chose, Marie. Oui. Oui, je vais faire mon petit speech final que j'ai fait dans la version en anglais. Présentement, c'est un temps qui est vraiment difficile pour les micro, petites et moyennes entreprises. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vous incite à, si vous avez du shopping à faire, d'aller chez votre boucher local, de commander un bouquet de fleurs, du fleuriste du coin de la rue pour envoyer à votre grand-mère en CHSLD, des trucs comme ça. C'est vraiment avec des petits gestes qui vont faire en sorte que notre économie va continuer à rouler, puis qu'on va réussir à s'en sortir puis être résilient. Donc, faites vos achats de façon locale, puis je vous souhaite tout le courage et bonne chance. Merci beaucoup, Marie-Claude. Un dernier petit message que les séries de webinaires que Marie-Claude a fait de référence durant la présentation, je viens juste de vous les envoyer aussi dans le chat. Donc, vous avez les deux liens pour la série en anglais, puis aussi la première partie de la série est disponible en français. Donc, merci à toutes. Bonne fin de journée, puis au plaisir de se revoir bientôt. Au revoir. Au revoir.